Des images que tout le monde a vues. Des événements qui resteront parmi les plus marquants du XXe siècle, lorsque le temps aura peut-être effacé le mauvais souvenir des conflits. Quelque part au nord de la France, dans la campagne de Saint-Omer, il existe un site mystérieux, une base secrète aux allures de soucoupe volante qui aurait pu inverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne fonctionnera fort heureusement jamais, et pourtant, l'histoire de la conquête spatiale débute ici. C'est cette sensation de froid en fait qui nous surprend. On a l'impression de passer directement à notre monde, enfin de changer d'histoire. C'est tellement beau dehors que quand on arrive ici, on ne peut pas s'imaginer qu'il s'est passé des choses horribles comme ça. C'est fermé, c'est une atmosphère qui est très, très particulière. C'est presque artistique en fait, c'est quelque chose de très sphérique, arrondi, etc. On a l'impression que c'est juste un bunker comme les autres, mais en fait non. Quand j'arrive dans le tunnel, ce qui est impressionnant, c'est la hauteur. C'était immense, quoi. Mais quand j'étais plus jeune, je suis venu quand c'était pas exploité. Et à l'époque, il y avait des rails là, par terre, donc on voyait que c'était des trains qui entraient en fait dans le tunnel. Et on a vraiment l'impression d'être transporté dans cette époque, il y a 70 ans. On ferait n'importe quoi pour pas revivre ces moments-là. Alors vous venez de parcourir 400 mètres de galerie. Il y fait froid, il y fait humide. Imaginez-vous quand même que 1200 à 1300 personnes vont travailler ici jour et nuit, dans des conditions qu'on imagine. Ce site a été réalisé en seulement 10 mois. Vous avez découvert 400 mètres, mais il existe plus de 7 km de galerie. Et pour protéger ce qu'on appelait des salles de préparation au tir, il est décidé de construire à partir de mars 1944 un dôme de béton, sous lequel nous sommes aujourd'hui, un dôme de 55 000 tonnes de béton armé. Cette base était en fait une base qui devait servir à stocker, à préparer, puis à lancer la fusée V2, l'arme avec laquelle Hitler comptait détruire le centre-ville de Londres. Sachez qu'il fallait moins de 5 minutes pour une fusée V2 pour atteindre le centre-ville de Londres si elle avait été lancée. Mais la question qui nous vient tout de suite, c'est de savoir qui est derrière cette fusée V2. Et derrière cette fusée V2, on retrouve un homme, ou plutôt un jeune homme, Wernher von Braun. Wernher von Braun est né en 1912 et très jeune, il va se passionner pour l'espace. Il va lire beaucoup d'ouvrages, et notamment celui de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Il va faire partie de sociétés de passionnés, sociétés de fusées qui se réunissent pour faire décoller des fusées. Et lorsque la crise éclate en Allemagne, il est récupéré par l'armée pour travailler non pas sur une fusée pour aller conquérir l'espace, mais sur une fusée comme une arme militaire pour détruire, et notamment des victimes civiles. Von Braun gravit les échelons et devient adjoint technique. Hitler arrive au pouvoir en 1933. Le budget de l'armement est augmenté et von Braun se voit confier la mission de trouver un lieu pouvant accueillir un centre de recherche ultramoderne. Ce sera Peenemünde, sur la côte baltique, au nord de l'Allemagne. Les travaux sont colossaux et s'achèvent en 1940. À l'est, l'armée de terre travaille avec von Braun sur des missiles fusées, pendant qu'à l'ouest, l'armée de l'air développe ce qui sera le V1.
Le complexe est une véritable ville où se croisent 12 000 personnes, dont 6 000 ingénieurs. C'est ici que voit le jour la fusée A4, bientôt rebaptisée V2. Les essais sont nombreux et les échecs se répètent. Le 3 octobre 1942, l'une des dernières tentatives est programmée. La fusée, longue de 14 mètres et pouvant contenir une charge explosive d'1 tonne, s'élève et dépasse en seulement 63 secondes 5 fois la vitesse du mur du son. Elle atteint quasiment 90 km d'altitude et parcourt 192 km. Von Braun n'a que 30 ans et il vient de mettre au point le premier missile balistique de l'histoire, l'ancêtre de toutes les fusées modernes. Et à ce moment-là, Hitler, qui va voir les images en couleur de cette fusée V2, va décider de mettre les moyens là-dessus pour fabriquer puis lancer les fusées V2. Au début, on prévoit de produire les fusées à Peenemünde, puis une partie de Peenemünde va être bombardée. Et là, on décide de faire appel à une main-d'œuvre, non pas payée, mais à une main-d'œuvre forcée. Et au centre de l'Allemagne, on décide de mettre au point un camp de concentration, celui de Dora. Un camp très difficile, des conditions, vous êtes passé tout à l'heure dans les galeries, imaginez-vous travailler tous les jours sans voir la lumière du jour. C'est ce qui s'est produit à Dora, si bien que ce camp va faire 25 000 morts sur les 60 000 déportés issus de l'Europe. Il y aura des Français, il y aura des Belges, il y aura des Polonais qui vont travailler directement sur ce camp. 25 000 morts sur les 60 000. Au total, 6 000 fusées sont produites, mais seulement la moitié d'entre elles sont lancées de bases mobiles à partir de septembre 1944. Les deux cibles sont Londres et Anvers, les deux ports stratégiques alliés. L'ensemble des armes secrètes causera la mort de 13 000 personnes. 13 000 morts pour l'objectif finalement malsain d'aller détruire des vies humaines, 25 000 morts pour construire les V2, eh bien on se rend compte que cette arme est la seule arme qui va faire plus de victimes dans sa conception que dans son objectif. Si la vie s'arrête pour ces 25 000 déportés, elle va continuer paradoxalement avec les mêmes acteurs. L'homme sur qui Hitler comptait pour raser l'Angleterre peut-il être le même qui se rendait sourire aux lèvres aux Américains à l'heure où son pays succombait? Von Braun échappe aux nazis qui préfèrent voir leur cerveau mort plutôt que chez l'ennemi. Il se cache et se rend le 2 mai 1945. Les Américains recherchaient les cerveaux de Peenemünde. Ils découvrent l'œuvre d'un génie désormais à leur service. À quoi pense cet homme de 33 ans? À son pays vaincu? Aux victimes? Aux ruines de Londres et d'Anvers? À son avenir aux États-Unis? À la Lune? Von Braun rejoint le Texas en septembre 1945 avec ses meilleurs ingénieurs. Le premier chapitre de la conquête spatiale vient de s'écrire. Michel Chevalet nous raconte. En fait, il n'y a pas eu un homme pour la conquête de l'espace, un héros de la conquête de l'espace. Le premier, bien sûr, vous le connaissez, il est omniprésent ici, Wernher von Braun, le père des V2. Mais il y en a eu un deuxième, du côté russe, Sergueï Korolev. Et donc, deux hommes complètement différents, deux destins complètement différents, mais j'oserais dire deux génies. Si les Américains récupèrent les principaux cerveaux de Peenemünde, les autres pays ne sont pas en reste. Les Français recrutent plusieurs dizaines d'ingénieurs allemands, dont certains participeront à l'aventure spatiale européenne. Les Soviétiques font de même, puis chargent Sergueï Korolev d'étudier la technologie de von Braun. Ce dernier est alors au goulag pour activité anti-soviétique. Son nom ne sera révélé qu'à sa mort. Korolev ne profitera de ses succès qu'en coulisses. Voilà quel était, vous voyez, dès le départ en 1945, deux points de vue complètement différents avec deux hommes. Aux États-Unis, Wernher von Braun et son équipe, et en Union soviétique, Sergueï Korolev. Et les Russes se sont mis à travailler d'arrache-pied. Il fallait une fusée capable d'emmener 6 tonnes de Baïkonour, Kazakhstan, jusque sur le territoire américain. Et voilà pourquoi, dès le départ, ils ont fait une énorme fusée, la R-7. Et voilà pourquoi les Soviétiques, dès le départ, ont pris de l'avance sur les Américains. Et les pauvres Américains, eh bien, ont ravaudé des petits engins, une petite V2 qui est devenue la Reston. Regardez. Voilà, ici à la coupole, avec ces deux maquettes, vous allez bien comprendre la situation dans laquelle on était en 1955. 1955,
Du côté américain, le bloc capitaliste qui ne croit pas à l'espace, il y a la Redstone qui est rien d'autre qu'une fusée améliorée. C'est ce qu'on avait laissé faire à M. Wernher von Braun. Donc vous voyez l'engin, allez, ça faisait 1,5 mètre de diamètre seulement. Et après, la poussée était de l'ordre de 30 tonnes. Et regardez ce qu'avait fait Korolev, cet énorme engin qui poussait près de 500 tonnes. Attendez, 20 fois plus, et là, il y a 20 moteurs. Là, il y a un moteur, là, il y en a 20. Là, je satellise quelques dizaines de kilos. Là, je satellise plusieurs tonnes. Voilà le fossé qui séparait les deux univers. Wernher von Braun, Korolev. Et puis, la suite, vous la connaissez. Les Russes, les Soviétiques ont dit on va montrer à la face du monde notre savoir-faire. Comment le montrer? Eh bien, pas en faisant décoller des fusées, mais en le montrant de façon, j'oserais dire, planétaire. Eh bien, ils ont mis une petite boule de métal, qui est ici, 83 kilos, 4 antennes de 4 mètres de long, qui ont fait le bip-bip. C'était Sputnik 1. Ça a été une grande révolution. La course à l'espace était lancée. Le 4 octobre 1957, le premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik, est lancé depuis Baïkonour. Cette petite boule de métal et son célèbre bip-bip feront le tour de la Terre, le tour des médias et terroriseront en quelque sorte les Américains. Korolev, lui, savourera avec son entourage ce succès. Mais est-ce que les Américains auraient pu être les premiers à envoyer un satellite sur orbite? Eh oui, vous avez raison. Wernher von Braun, qui était un grand visionnaire, mais que les Américains, au début, exploitaient mal, ils l'avaient mis dans le Nouveau-Mexique, il faisait joujou avec ses fusées Redstone, mais l'Amérique n'y croyait pas. Lui, il avait dit, moi, je vais vous envoyer le premier satellite artificiel. Avec ma Redstone, je vais lui mettre un étage supplémentaire et je vais être capable de propulser ça à 200 km d'altitude et de satelliser une charge. Il a fait un essai, mais les militaires américains ont dit, non, pas question que ça soit un ancien Allemand qui donne les titres de gloire à l'Amérique. On va mettre du sable dans le dernier étage. Et donc, il n'a pas pu être satellisé. C'est terrible, l'histoire, voilà. Von Braun n'est pas le premier à lancer un satellite artificiel dans l'espace, mais il compte bien être le premier à y envoyer un homme. En 1960, il s'exprime à ce sujet dans l'émission française 5 colonnes à la une. Docteur von Braun, les Anglais vous reprochent les V2, les Allemands, vos compatriotes, ou en tout cas certains d'entre eux, vous reprochent d'avoir abandonné votre pays au profit du vainqueur, et d'une façon générale, on peut dire que l'Occident vous a tenu un peu rigueur à vous, personnellement, de n'avoir pas su devancer les Russes dans la conquête de l'espace. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ces trois critiques? Je confesse que je ne ressentais que fort peu de scrupules à donner un maximum de développement et de puissance au V2, bien que l'on dût s'en servir contre les villes ouvertes. Car leur effet était le même que celui des bombardements alliés contre les villes allemandes. C'était en somme un prêté pour un rendu. J'estimais à l'époque qu'en tant qu'Allemand, mon devoir était d'aider l'Allemagne à gagner la guerre, et cela n'avait pas grand-chose à voir avec le fait que j'étais pour ou contre le gouvernement des nazis. Qu'avez-vous éprouvé le jour où vous avez appris que le premier Spoutnik russe était lancé sur son orbite? Un sentiment de grande déception, car j'avais toujours su que si notre programme de recherche spatiale avait été mieux soutenu par l'opinion publique américaine et par le ministère de la Défense, nous aurions pu lancer un Spoutnik avant les Russes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, votre rêve d'enfant est sur le point de se réaliser? On peut espérer qu'en 61, on lancera un vrai satellite artificiel avec un homme et possibilité de le faire revenir sain et sauf. Mais c'est sans compter sur l'avance technologique des soviétiques. Korolev a dit, mais maintenant, moi j'ai tout ce qu'il faut. Khrouchtchev, qui était devenu le nouveau président après Staline, Khrouchtchev a dit, qu'est-ce que l'on peut faire de plus spectaculaire avec notre fusée pour emmerder les Américains? Eh bien, on va mettre un homme. C'était déjà compliqué, il a fallu faire une capsule, il a fallu faire l'entraînement. Cet homme, vous le connaissez, c'est Yuri Gagarin. Et le 12 avril 61, ça a été limite. Mais enfin, tout de même, il a fait un tour et demi de terre, 108 minutes, qui ont révolutionné, bouleversé la face du monde. Autrement dit, quand il y a eu Gagarin en orbite, là, l'Amérique avait pris un coup de poing en pleine figure. Elle était acculée dans les cordes, elle était KO, bluffée, médusée. Elle était vexée comme l'Amérique ne sait même pas l'être. La suite,
vous l'imaginez, c'est Kennedy. Et Kennedy, qui avait un sens politique très affûté, avec de bons conseillers, s'est dit, mais quoi faire pour montrer à la face du monde que finalement, nous sommes, nous, plus forts que les Soviétiques? I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Suite au défi lancé par le président américain, les moyens consacrés au projet de vol habité puis lunaire avec Apollo sont gigantesques. L'ensemble du programme coûtera 150 milliards de dollars et mobilisera plus de 400 000 personnes. Wernher von Braun se voit attribuer la tâche de mettre au point la fusée Saturne V, le lanceur géant qui enverra le premier homme sur la Lune. On a cru au départ que les Russes n'avaient pas cherché à battre les Américains dans la course à la Lune. En fait, il y a eu les Soviétiques se sont fait bluffer. Ils ont dit « Oh, Kennedy, il a lancé ça. Vu le retard qu'ils ont, c'est que Julie avait de la tortue, finalement. Vu le retard qu'ils ont, allez-y les gars, vous irez pas sur la Lune. » Et les Soviétiques marquent encore des points dans cette guerre fort heureusement pacifique. Après avoir envoyé en 1963 la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, ils permettent 2 ans plus tard à Alexei Leonov d'être le premier homme à marcher dans l'espace. Les Américains et von Braun feront de même avec Ed White, mais 10 semaines plus tard. Une fois de plus, les Soviétiques et Korolev dominent la course à l'espace. Mais le 14 janvier 1966, un drame va stopper net cette avance. Korolev décède brutalement. Von Braun découvre le père du Spoutnik et Gagarine rend hommage à celui qui lui aura permis d'aller dans l'espace. Un an après le drame d'Apollo 1, où lors d'un exercice préparatoire, 3 astronautes, dont Ed White, meurent asphyxiés, les missions reprennent. Le 9 novembre 1967, la mission Apollo 4 permet de tester pour la première fois le lanceur de von Braun, la Saturne V. Cette fusée donne le vertige. Elle mesure 111 mètres, 8 fois plus grande que la fusée V2. Sa capacité aurait pu lui permettre d'envoyer plus de 1500 Spoutniks. Elle contient suffisamment de carburant pour faire 1000 fois le tour de la Terre en voiture. Elle consomme 14 tonnes de carburant par seconde, l'équivalent de 70 baignoires. Sa flamme au décollage est de 500 mètres, plus d'1,5 fois la taille de la Tour Eiffel. Un an plus tard, pendant la période de Noël, Apollo 8 permettra à la mission de quitter l'orbite terrestre pour se rendre sur celle de la Lune. Les 3 astronautes seront les premiers hommes à découvrir sa face cachée et à assister à un lever de terre. Quelques mois plus tard, le 16 juillet 1969, la fusée Saturne V décolle avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins. Le voyage vers la Lune dure 4 jours. L'objectif n'a jamais été aussi proche. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. We're now in the approach phase. Everything looking good. See a stream down your face. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Le 21 juillet 1969, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait et où il était lorsque Neil Armstrong prononça cette phrase. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Wernher von Braun, lui, était à Cap Kennedy. Il avait 57 ans et venait de permettre à l'homme d'accomplir son plus bel exploit au XXe siècle. Lui, l'enfant qui voulait conquérir la Lune, accomplissait son rêve.
Mais à quel prix ? It's like forgetting the words to your favorite song. You can't believe it. You were always singing along. It was so easy. And the words so sweet. You can't remember. You try to feel the beat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le planétarium 3D de la Coupole. Vous êtes à l'intérieur d'une bulle à 360 degrés et paradoxalement, cette bulle est ouverte. Elle est ouverte sur l'observation des étoiles, elle est ouverte sur l'observation des planètes, elle est ouverte sur l'histoire de la conquête spatiale et en plus des autres planétariums, ici non seulement vous allez voir les étoiles, mais vous allez pouvoir les toucher puisque ce planétarium est équipé d'une nouvelle technologie, la technologie du relief en stéréoscopie active. À mon avis, ce que vous venez de voir, c'est les plus belles images de la conquête de l'espace. L'homme sur la Lune. Pensez qu'il y a l'émotion d'un homme, parce qu'il y avait des risques. Mais Michel, pourquoi l'homme ne va plus sur la Lune ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est un problème d'argent. Ça a coûté 100 milliards de dollars. Et je pense que dans la situation actuelle, il n'y a pas une nation qui va mettre 100 milliards pour aller sur la Lune, parce que finalement, on ne connaît pas tout de la Lune, mais on a ramassé des cailloux. Il y a encore 300 kilos de cailloux à analyser. C'est pas la peine d'envoyer des hommes pour ramasser des cailloux, vaut mieux. On envoie des robots, ils font parfaitement le boulot. Ben, on y retournera. Pas les Américains, pas les Européens, ils n'ont pas les moyens, mais les nations émergentes, j'ai bien compris, pour des raisons politiques, ben, la Chine et l'Inde, entre autres, qui vont dire, attendez, on est capable d'aller sur la Lune, et donc ça leur donne une vitrine politique et technologique. Alors, nous, vous parliez de nous les Européens, là-dedans, dans cette histoire, on a l'impression qu'on est à la lanterne rouge. On n'est pas si mauvais que ça. Mais malheureusement, on n'a pas fait du vol habité, mais on a fait un lanceur commercial. On a la moitié du marché mondial des satellites grâce à une fusée qu'on a eu l'idée, la volonté de faire. Ça n'a pas été facile, c'est son nom. Oui, ben bien sûr, c'est Ariane. Très belle réussite, puisque eh bien, on en est à la 50e Ariane, 50e lancement d'affilée sans incident. Bonsoir. Eh bien, 2 ans après notre premier rendez-vous avec le site historique de la Coupole, Ariane Espace est de retour pour la vidéotransmission en direct d'un nouveau lancement d'Ariane 5, le 64e. Et ce soir, nous allons mettre en orbite 2 satellites de télécommunication, Intelsat 20 et Ailas 2. Donc ce soir, vous avez à la Coupole mon ami Michel Chevalet, que je salue. De notre côté, ici en Guyane, nous avons Ariane 5, que je vous laisse regarder décoller pour ce 64e lancement. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAV, décollage. Séparation Ailas 2. Voilà, c'est fait. Bravo, bravo, bravo. Ah ben ici, forcément, tout le monde est ravi. On va dire quand même que c'est le 50e succès d'affilée pour Ariane 5. Le bruit, les images,
images, cette explosion à l'écran. C'est vraiment hallucinant de voir l'évolution qu'il y a eu entre le V2 et ce qu'on a vu aujourd'hui, Ariane 5. Ouais, on était vraiment à 100% dedans. On était dedans, avec le décompte. C'était vraiment très très bien. C'est en regardant vers les étoiles que Wernher von Braun a eu pour rêve de marcher sur la Lune, coûte que coûte. En seulement 50 ans, l'homme a réalisé ce que ses ancêtres ont imaginé sur plusieurs siècles. Il est allé sur la Lune, a construit des stations spatiales, a posé un robot sur Mars et découvre chaque jour de nouvelles planètes. Oui, la rencontre de l'histoire et des sciences n'en est qu'à ses débuts. Mais c'est quoi ce point blanc qu'on voit passer? Alors c'est l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ça veut dire que n'importe qui peut voir passer à l'œil nu la station spatiale. Oui, si vous sortez au bon moment dans la nuit, vous pouvez la voir passer à 400 km d'altitude au-dessus de votre tête.